Ah bah quand même. Excuse-moi Charlie, je suis un petit peu à la bourre. Salut. Je me suis planté sur mon GPS, tu sais, je devais aller chez le podologue et puis j'ai tapé proctologue. Bon, ça fait la même chose quoi. Bah oui, en effet. Et sinon, tes pieds vont bien. Eh mes pieds vont exceptionnellement bien, oui. Bon, on choisit, on se oui, alors dépêche. qu'est-ce qu'on... Oh dis donc, ça a l'air bon tout ça. Alors tiens, et un petit pavé de bœuf à la tyrolienne. Ah, j'ai pas très faim. D'accord, bon. Et champignons des sous-bois. Non, ou une tête de veau, ça t'irait bien ça, une tête de veau, non? Ou sauce abattoir. Ok, bon bah et en vin, tu prends quoi? Je sais pas trop. Voilà, messieurs, dames, vous avez choisi? Alors je vais prendre un... Non. Allez Christian, on se dépêche, on n'a pas le temps. On a l'émission numéro 4 à tourner. Donc en entrée principale, pour moi, ce sera une salade Lubrano, s'il vous plaît. Avec en plat principal, un richeron en pomme vapeur. Et en dessert, un monsieur Hublot sauce Oscar, s'il vous plaît. Et pour monsieur? Bah la même chose, et puis... Et puis quoi encore? Générique. Bonjour à toutes et à tous, nous commençons cette nouvelle émission du Manoir des Chimères en braquant notre télescope sur les étoiles et sur Métal Hurlant. Sur Métal Hurlant. Le Métal Hurlant, météore maudit, a donné son nom à la célèbre revue de BD créée en 1975 par Jean-Pierre Dionnet. Un magazine culte disparu depuis où s'affirmèrent des talents tels que Bilal, Kaza ou encore Möbius. Le titre renaît aujourd'hui sous la forme d'une série télévisée Métal Hurlant Chronicle, dont les épisodes sont tirés des planches parues dans la revue. Guillaume Lubrano, le maître d'œuvre et le réalisateur de cette résurrection, était présent au festival de Gérardmer pour présenter la deuxième saison de la série. Et c'est là-bas que nous l'avons rencontré. En fait, moi, le Métal Hurlant, ça remonte vraiment à ma jeunesse quand j'étais tout petit, parce que j'ai deux grands frères qui étaient lecteurs du magazine. Enfin, moi, j'avais pas le droit d'y toucher. Bon, les couvertures étaient assez intrigantes. Et en grandissant, évidemment, je gardais ce souvenir-là. Et puis un jour, j'ai vu le dessin animé Métal Hurlant. Qui, comme pour beaucoup d'ados, est un peu un choc le jour où on découvre que les princesses Disney elles peuvent se déshabiller et que voilà. Et donc évidemment ça reste ancré et ça rentre comme avec un côté assez subversif dans l'esprit. Évidemment quand on est ado c'est le terreau idéal. Et évidemment plus tard je suis devenu grand amateur de bande dessinée et en début des années 2000 il y a une autre édition de Métal Hurlant qui s'est mise à apparaître, que j'ai commencé à lire, dans laquelle j'ai trouvé qu'il y avait des histoires qui marchaient vachement bien et qui m'ont donné envie de me tourner vers la collection et récupérer d'anciens numéros et me plonger un peu plus dans le magazine. Et c'est là où, à force de trouver des histoires qui me plaisaient, je me suis dit je ferais bien un film adapté de cette histoire. Puis j'en ferais bien un autre adapté de celle-là. Puis, au bout d'un moment, je me suis dit mais en fait il y a peut-être là quelque chose à faire, un vrai concept de série, sachant que la force de Métal Hurlant, c'est que c'est un des rares magazines qui est paru dans beaucoup de pays différents en fait. Donc ça permettait de se dire, mais en plus, c'est peut-être quelque chose qui peut avoir un écho plus large que juste la France. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer dans le projet. Alors, tout d'abord, c'est les histoires qui à la lecture m'ont le plus plu. Ensuite, j'ai dû les mettre en face de la réalité budgétaire dont on disposait sur la série. Et donc, ça a toujours été cette idée d'essayer de trouver des histoires, parmi ces histoires que j'appréciais, des histoires avec des liens qui font qu'on va pouvoir utiliser certains accessoires, qu'on va pouvoir tourner avec moins d'acteurs telle histoire, de manière à pouvoir trouver un équilibre qui permette de raconter ces différentes histoires tout en restant dans le budget.
pas tous, parce que à vrai dire, puisque nous, on transmet les épisodes à l'éditeur, mais il y a certains auteurs avec qui je suis en contact direct, puisque quand ils sont assez disponibles, ça me permet de leur envoyer justement auparavant, avant le tournage, le script, pour leur dire voilà ce que j'ai décidé de rajouter par rapport à l'histoire que vous aviez écrit au départ, voilà comment j'ai vu le personnage, voilà pourquoi j'ai changé, parce que des fois j'ai changé la fin de certaines histoires, parce que je trouvais que c'était pas forcément assez visuel pour un épisode de série, donc je cherchais quelque chose des fois d'un petit peu plus fort, et derrière ça me permettait d'avoir le retour des auteurs, donc des fois qui rebondissent avant même quand je fasse le tournage et qui me disent ça je suis d'accord avec ça bon c'est ton choix, mais ils ont peut-être pas forcément fait ça de telle façon, et puis de l'autre côté des fois il y a des retours où on me dit voilà telle fin, oui en effet bonne idée, c'est beaucoup plus fort que finalement ce qu'on avait, parce qu'eux-mêmes étaient quand ils travaillaient pour Métal Hurlant, étaient dans une dynamique hyper rapide en fait, et donc souvent les échanges que j'ai avec eux, c'est qu'ils ont une frustration par rapport à ce qu'ils ont fait à l'époque, parce qu'ils devaient rendre dans des délais qui étaient très courts, et donc même eux on trouve que c'est intéressant de pouvoir revisiter un peu ça. Alors sur la saison 2, il faut savoir qu'on s'est rajouté, parce que depuis l'époque quand la saison 1 s'est faite, c'est assez particulier, il n'y avait aucun diffuseur français quand on a démarré la série. Donc c'est grâce aux diffuseurs étrangers que la série a pu se monter. Puis au regard de la qualité de la série, France Télévisions est rentré sur la série quand on venait de terminer le 5e épisode. Et quand la série a été diffusée, depuis, il y a le groupe AB qui est rentré les chaînes d'AB qui sont rentrées dans la série, il y a MCM qui est rentré dans la série aussi. Et donc pour la saison 2, toutes les chaînes ont demandé à ce que la série soit d'expression originale française, parce que la première saison a été tournée intégralement en anglais, à l'exception du pilote qui avait été tourné en 2 langues en fait, qui avait été tourné en français et en anglais. Là-dessus, normalement, je pourrais montrer à peu près tout ce que je veux, mais si je m'impose en fait des barrières sur la série, dans le sens où j'aime bien le côté sulfureux qu'il y avait dans Métal Hurlant, ce côté un peu des filles dénudées qu'on peut avoir, et de le glisser dans la série, mais ça n'en est pas un ressort primordial. C'est juste une envie de pouvoir avoir ça. Mais il ne faut pas qu'on tombe dans quelque chose qui soit... on ne peut pas faire... parce que malheureusement, on n'est pas avec des diffuseurs qui sont aussi forts que par exemple HBO qui fait Game of Thrones. Et donc il peut se permettre de la nudité frontale dans la série, parce que globalement il se dit c'est bon, on y va. Nous on peut pas, parce que selon les diffuseurs, en France par exemple, la série est considérée comme une série de deuxième partie de soirée. France Télévisions la programme à 22h30, là où par exemple en Allemagne c'est une série de prime time, en Russie c'est une série de prime time, et dans certains pays, je crois en Scandinavie c'est du daytime. Donc forcément, par la force des choses, j'essaie de trouver un juste milieu qui permette qu'on ait des pointes de violence à certains moments, mais qu'on tombe jamais dans le gore, parce que c'est pas mon envie. De toute manière, le gore n'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de livrer des univers les plus tranchés possibles, en fait. Moi, si vous voulez, en faisant métal, si je vais faire de la SF, faut pas que les gens se posent la question de est-ce que ce sont des extraterrestres, est-ce que ce sont des gens qui se prennent pour des extraterrestres. Non, si on fait de la SF, on fait de la SF, on monte des vaisseaux, on fait des trucs, que ce soit tranché. Parce que voilà, c'est peut-être un côté un peu bourrin dans le truc, mais que j'aimais dans le magazine, c'est-à-dire que quand on ouvre la BD, rien qu'esthétiquement, on est frappé par un univers visuel qui doit nous emmener. C'est cette volonté que j'avais avec la série. Et pour atteindre cette volonté-là, il n'y a pas forcément besoin d'être ni trop sexy, ni trop violent. Mais c'est bien de pouvoir en garder des petites pointes ici ou là qui rappellent quand même que Métal Hurlant c'est aussi un peu rock and roll.
Métal Hurlant Chronicle est à ce jour la seule série de science-fiction réalisée en France. C'est une série qui a été diffusée pour la première fois en 2012 et qui est disponible en DVD chez WeProd. La saison 2, elle sera disponible, enfin sera diffusée sur France 4 à partir du mois d'avril. Et il faut quand même savoir que c'est une série made in France qui a été achetée par plus de 40 pays. 40 pays. Donc ça fait quand même plaisir, hein, vive la France. Donc voilà. Dans la forêt, il y a des ombres, il y a des créatures, des animaux étranges. La jeune Anna, dans le manoir familial, va vivre des aventures mystérieuses. C'est le pitch de Dans la forêt, le dernier album de Lionel Richeran, auteur publié dans la collection Métamorphose, auteur que nous avons eu l'occasion de rencontrer dans le cadre du festival de la bande dessinée Le Rayon Vert de Thionville. Et il a répondu à nos questions dans un cadre d'ailleurs qui correspond bien à sa bande dessinée. On vous laisse découvrir de suite son interview. Je m'appelle Lionel Richeran, j'ai réalisé un album qui s'appelle Dans la forêt, qui est paru dans la collection Métamorphose, dirigée par Clotilde Vu et Barbara Canepa aux éditions Soleil. Moi, ça me fait assez plaisir, par exemple, d'avoir un album qui s'appelle Dans la forêt, et puis d'avoir une promenade plantée avec des planches dans le contexte, au milieu des arbres. Ça fait assez plaisir. Et puis, je trouve que pour un jeune festival, l'ambiance est conviviale, le cadre est agréable. Ça se passe bien dans le sens où, en fait, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est un album qui touche aussi bien la jeunesse que les adultes, donc c'est assez agréable. Puis comme j'ai un autre album sur les pirates, du coup, alors j'ai les garçons, et puis Dans la forêt, ça touche plus les adultes ou les petites filles. Non, c'est agréable parce que finalement c'est un public qui n'est pas forcément de spécialistes, mais on sent qu'il y a des amateurs de bande dessinée, que c'est familial, que ça touche des gens assez larges, donc c'est plutôt plaisant. Ouais. J'ai les deux activités, mais donc quand je fais de la bande dessinée, j'essaie plutôt d'accentuer un travail de découpage et de narration. En même temps, j'ai pas un dessin qui est très épuré, donc on peut considérer que c'est une tendance de l'illustration, mais non, je me considère comme un dessinateur. Enfin, illustrateur, de toute façon, c'est plus le rapport texte-image, et dans la bande dessinée, il y a le mouvement, la narration, le découpage qui rentre en jeu. Donc c'est pas tout à fait la même façon d'aborder les choses. Après, d'être dans la nature, un côté immersif, oui, par exemple, je sais que pour Dans la forêt, j'avais pas envie d'une forêt qui soit idéalisée, c'est-à-dire finalement dans la forêt, il y a tout un grouillement d'insectes, d'humus, de parasites, toute une faune et une flore qui cohabitent, mais toujours de façon très harmonieuse. On n'est pas dans quelque chose de forcément idyllique où la nature est changeante. Donc oui, ça peut... voilà, c'est très... c'est à la fois inquiétant et apaisant. Donc, en ce moment, je suis très enthousiaste du travail des Carrasquettes, qui sont un couple d'auteurs et qui viennent de terminer, de publier Beauté, le tome 3 de Beauté qui est paru chez Dupuis.
Et ils font un travail que je trouve remarquable, graphique, narratif. Le scénario, c'est de Hubert, et ça, c'est vraiment un de mes coups de cœur du moment. Voilà. Alors, Dans la forêt est publié aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. Et d'ailleurs, collection Métamorphose qui sera tout à fait bien représentée dans le prochain festival de bande dessinée Le Rayon Vert qui aura lieu les 10 et 11 mai 2014 à Thionville-Volcrange. Nous vous y invitons, Shirley et moi, à vous y rendre. Hein. On a un bon souvenir, Shirley, hein, de cette édition précédente. C'était un très beau week-end. Un très beau week-end. Donc, je pense que ce sera de nouveau un beau week-end. On peut aussi peut-être faire afficher comme par magie l'adresse du site du festival du Rayon Vert. Tout à fait. On peut être petit, chauve, avec de grosses lunettes, toujours rester chez soi et être adulé du monde entier. Ne rêve pas Christian, ce cas hors norme est celui de Monsieur Hublot, héros d'un court-métrage d'animation luxembourgeois réalisé par Laurent Witz et Alexandre Espigard. Personne ne résiste à Monsieur Hublot. Le film est acclamé partout où il passe et les récompenses lors des festivals pleuvent. Nous nous sommes aussi pris d'affection pour Monsieur Hublot et son monde rétro-futuriste peuplé de drôles de robots. Nous partons de suite à la rencontre de Laurent Witz, réalisateur, et Pascal Thibault, directeur artistique. Trois ans de travail qui étaient plus ou moins condensés, mais une des possibilités justement d'économiser, d'optimiser les coûts, c'est justement de ne pas trop condenser et de se laisser un peu de temps aussi. Et voilà, ça c'était une des clés pour fabriquer le film. Mais voilà, ça nécessite aussi de tenir aussi sur la durée, et pas seulement sur voilà, d'être très investi sur 3 à 6 mois, mais sur 3 ans. En 3 dimensions. Tous les personnages qui, à un moment donné, existaient physiquement grâce aux sculptures de Stéphane Halleux, étaient recréés en 3 dimensions dans l'ordinateur pour être ensuite animés. Alors, l'équipe, déjà, l'équipe s'est formée. D'abord, c'était une synergie avec Stéphane Halleux, qui est le créateur des sculptures, qui est à l'origine aussi du personnage, de l'univers. Et on a discuté ensemble, on a fait des brainstorming, et suite à ça est née cette idée de faire Monsieur Hublot, enfin le film Monsieur Hublot, le personnage existant déjà. Et donc, on a créé une équipe d'une trentaine de personnes, d'abord avec les gens avec qui on travaille régulièrement, notamment Pascal Thibault, Gate Chégard, Jean-Christophe. Dès que j'ai vu le projet se mettre en place, Monsieur Hublot, j'adore le travail de Stéphane, donc je me suis dit, quand Laurent m'a parlé de ça, je me suis dit c'est bon, c'est vraiment un film qu'il faut faire, quoi. Il faut se donner à fond là-dessus parce qu'il y avait un potentiel énorme avec les sculptures de Stéphane. Et il y avait un monde à créer, quoi. Il y avait vraiment un monde complet à créer autour des personnages et du scénario qu'a écrit Laurent. Ça rendait le personnage intéressant, touchant. Il y a voilà, une fissure dans le personnage et un sujet à traiter sur la condition humaine, sur l'industrialisation. On est aussi dans une région industrielle et voilà, il y a quelque chose d'intéressant à traiter autour de ça. Et le personnage, tout d'un coup, l'aspect mécanique, tout ça discuté ensemble et ça crée un projet intéressant, un personnage intéressant. Je pensais que les personnages de Stéphane Halleux, lorsqu'on les regarde, je trouve qu'ils nous parlent. Ils n'ont pas de bouche? Ils n'ont pas de bouche aussi. Certains en ont. Non, ouais, certains en ont, mais Monsieur Hublot n'en a pas. Donc Monsieur Hublot c'est vrai que du coup... Mais on s'est posé la question. Ouais, on s'est posé la question de rajouter une bouche parce qu'on a rajouté des yeux.
il n'avait pas les billes noires. Alors on a rajouté ça, on a changé des choses au niveau de ses lunettes pour le rendre un peu plus, peut-être, pour pouvoir l'humaniser. Plus d'expression. Plus d'expression, voilà. Ouais, parce que sinon, c'était difficile, sans sourcils, il n'a rien pour lui donner une expression, c'est juste sa gestuelle, ses tics, tout ça, la façon dont il bouge la tête. Donc c'est vrai qu'on a quand même rajouté les pupilles pour... Il a fallu adapter et justement par rapport à ça, les personnages, les sculptures parlent d'elles-mêmes et ça donnait envie de continuer dans cette idée-là, c'est-à-dire d'avoir un film qui parle de lui-même sans avoir à faire parler ces personnages-là et de raconter quelque chose dans le prolongement des sculptures. Et ça coûte moins cher, il n'y a pas d'acteur à payer pour faire les voix, quoi. Ça, on aimerait bien, mais bon, il y a d'autres choses qui ont coûté beaucoup plus cher. Non, je plaisante, je plaisante. C'est, par rapport à un court-métrage, c'est un gros budget, mais par rapport à la qualité qui a été créée sur le court-métrage, c'est un très faible budget en comparaison de ce qu'est un budget de long-métrage. C'est plutôt, en termes de qualité d'image, on est plutôt de cet ordre-là. Et en termes de budget, on est peut-être 1/10 du coût à la minute d'un long-métrage. Donc une partie du challenge était là aussi. Parce qu'il y a quand même un gros niveau de détail, que ce soit dans les décors, même dans les personnages, le cuir, les coutures, tout ça. Enfin voilà, c'est un monde qui est riche visuellement. Donc tout ça, ça prend du temps à fabriquer, à construire. Il n'y a pas de secret, hein. C'est du travail. C'est énormément de travail, et énormément de... chaque détail, chaque élément est modélisé, chaque texture doit être travaillée. Voilà, c'est une somme énorme d'objets à créer, d'animations précises à faire et du coup d'investissement. Elle symbolise beaucoup de choses. Une émotion, on avait, ouais. Beaucoup de choses, des émotions. Plus ça tourne vite et plus il est énervé, enfin voilà, c'est des choses comme ça. Exactement. Maintenant, est-ce qu'on a caché des codes secrets dans le... Il y a des codes. Si on regarde les chiffres, il y a des choses. Ah, vous trouvez. Il y a des choses à voir, ouais, ça c'est sûr, dans les numéros qui défilent. Tourner le long métrage de Monsieur Hublot, oui, c'était une idée au début du court métrage. L'idée de faire ce court métrage-là et de s'investir autant sur le court métrage, c'est de se donner la possibilité de créer plus tard justement un long métrage. Donc voilà, autant d'investissements pour essayer d'avoir une chance supplémentaire de créer le long métrage. C'était l'idée qui était derrière la tête depuis le début, quoi. Exactement, c'était un des leitmotifs. Et raconter des histoires, beaucoup d'histoires, très différentes les unes des autres sur des futurs projets qui vont du cartoon à des choses plus poétiques, à du thriller. Enfin, voilà, en tout cas, créer des univers intéressants. On est d'accord pour dire qu'il y a moyen d'aller plus loin avec cet univers-là. On n'est pas obligé de rester sur 11 minutes, on peut en faire largement à 90 minutes de cet univers-là. C'est l'avenir qui nous dira. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, c'est trop tôt, mais il y a un potentiel en tout cas. C'est une des idées, c'est sûr. Et grande nouvelle, Christian, oui, le destin exceptionnel de Monsieur Hublot s'est poursuivi jusqu'à Los Angeles, où Laurent Witz et Alexandre Espigard se sont vus remettre la statuette du meilleur court-métrage d'animation lors de la cérémonie des Oscars le 2 mars dernier. Et quand même, hein. On les félicite. Beau chemin, félicitations à vous. Alors, le coup de cœur de cette fin d'émission, la revue Solaris. Alors là, j'ai deux exemplaires de cette revue. Alors, le petit plus de cette revue, c'est que c'est une revue qui nous vient du Canada. Et donc, elle est difficilement trouvable en France, mais bon, c'est en français. Ça vaut 10 $. Je vous invite à aller sur le site. Hein, vous avez toutes les informations du site qui s'affichent en bas. Il y a des nouvelles. Alors là, il y a une thématique sur celui-ci, c'est la SF avant 1950. Donc, on est un petit peu dans le steampunk. Ici, on est plutôt dans la féerie. Donc, vous voyez, c'est des thématiques avec des auteurs quand même assez reconnus, francophones. Donc, je vous invite vraiment à découvrir cette revue. Et puis, le Grand Esprit de la Nature. C'est un ouvrage magnifique de Richard Elie au texte et Frédéric Devos aux illustrations. Donc là, Richard Elie a travaillé pendant des années sur la recherche de tout le petit peuple
les différentes mythologies autour de cette thématique. Et vraiment, c'est un livre assez imposant. Hein. Je vous montre un petit exemple de page. Vous voyez, on a du texte, on a des explications, on a des illustrations. Donc, vous voyez, on a des illustrations pleine page. Vraiment à découvrir. Hein. Je vous le conseille, Shirley également, hein, toi Bien qui aimes les entendu. belles images. Hein, je sais que tu aimes les belles images. Hein, beaucoup d'images. Les livres, oui. il y Les a livres que avec des images, donc ça plaît Shirley, ça vous plaira aussi. Eh bien voilà, il est déjà l'heure de nous dire au revoir. C'était la 4e édition du Manoir des Chimères. Alors on vous dit au mois prochain. Au mois prochain, bien Hein, sûr. avec encore plein de news, plein de reportages, plein d'artistes fantastiques. Toujours, que des artistes. Et puis avec nous. Et puis aussi. avec nous un petit peu quand même. Hein. Au revoir. Au revoir.